Bonjour à tous. Donc la visioconférence d'aujourd'hui, a pour titre «Utiliser, ESEP et eTwinning dans les projets Erasmus». Merci Laura de m'avoir affiché ça en grand à l'écran. Pour cette visioconférence, c'est, Laura Rodriguez de l'agence Erasmus+ qui va présenter effectivement, ce thème. Nous avons, une formation, en ligne qui est, proposée donc par le Bureau national, qui, aura lieu sur 5 semaines en janvier-février. Je vous enverrai l'information, par, message, par mail, enfin quand j'enverrai le lien vers l'enregistrement. C'est vraiment pour découvrir, eTwinning et surtout l'utilisation d'eTwinning dans le cadre des projets Erasmus. C'est comme ça qu'on va faire cette session de formation, donc on vous invite à vous inscrire nombreux. On aura aussi le témoignage d'un enseignant, Moustapha Mour, sur, en fait, un projet, qu'il, a réalisé. Donc à la fin de cette séance, je crois qu'il n'est pas encore là, mais il va, se connecter, en début de visioconférence. Donc Laura, je te laisse te présenter et commencer. Ça marche, merci, merci Sylvain, merci pour, l'invitation et merci à vous, qui êtes présents un jeudi soir à l'approche de Noël, à 17h. Donc en effet, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les possibilités du programme Erasmus+, mais sous un prisme, comment j'utilise, ces financements Erasmus+ dans les différents projets, en complémentarité, de l'utilisation d'eTwinning et des opportunités offertes par la plateforme ESEP, donc European School Education Platform, que vous connaissez certainement. Donc je m'appelle Laura Rodriguez et je travaille à l'agence Erasmus+ Éducation et Formation, plus particulièrement au département promotion sur le secteur de l'enseignement scolaire. Donc on a des établissements qui veulent se lancer sur les différentes opportunités du programme, plus spécifiquement sur le scolaire, mais je sais que vous êtes aussi nombreux sur le secteur de la formation professionnelle et sur le secteur de l'enseignement supérieur. On essaiera de couvrir au moins une partie de ces sujets. Je vais y revenir. Alors pour vous présenter un petit peu et sans vouloir vous faire peur, un petit sommaire de cette, présentation, quelques rappels généraux du programme. Ensuite, on verra, les différentes étapes que vous pouvez avoir en termes de cheminement en fonction de où vous en êtes, et sur votre participation et votre implication déjà effective dans des projets, eTwinning et ou Erasmus. Donc on verra, comment il est possible déjà, de faire partie du programme Erasmus sans avoir de financement Erasmus+. On verra ensuite les deux grandes actions clés du programme, l'action clé 1, l'action clé 2. On verra aussi une autre action qui peut vous intéresser, à savoir les actions Jean Monnet sur des projets autour de l'enseignement de l'Union européenne dans vos établissements. Et on verra ensuite différentes ressources et on aura donc, comme l'a précisé Sylvain, un témoignage de Monsieur Moustapha Nour en fin de présentation. La première étape, donc quelques rappels généraux, en fonction, des questions que j'ai pu lire, que vous avez posées en vous inscrivant. Vous avez, une connaissance, plus ou moins déjà experte ou non, du programme Erasmus. Il me semblait important de rappeler quand même quelques bases sur ce programme et aussi sur le lien qui est entre le programme et ESEP et eTwinning pour pas qu'il y ait de confusion possible. Donc, ESEP, eTwinning, Erasmus+. Donc, ESEP, vous le savez, et pour certains, vous l'expérimentez certainement bien mieux que moi. Donc, c'est la nouvelle plateforme qui a été lancée il y a 2 ans, je crois, maintenant, avec un début plus ou moins efficace, mais qui est aujourd'hui fonctionnel, et donc qui regroupe ce qui existait avant sur School Education Gateway et qui a donc intégré maintenant, qui est la porte d'entrée pour accéder à eTwinning. Donc ESEP, on va le voir, et ça peut être utile pour vous dans vos projets Erasmus+, à la fois pour de l'information que vous allez pouvoir collecter, pour des ressources que vous allez pouvoir trouver en ligne. C'est aussi maintenant sur ESEP que vous avez l'onglet, enfin l'outil de recherche de partenaires et aussi le catalogue de cours qui peut vous intéresser dans le cadre d'un projet Erasmus+. eTwinning, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous êtes potentiellement des experts dessus. On est bien donc sur cette possibilité d'échanger des pratiques, de mener des projets de collaboration à distance, notamment grâce au TwinSpace que vous connaissez bien. Erasmus+, dans tout ça, donc c'est le
européen pour l'éducation et la formation et c'est avant tout un outil financier, on va le voir, pour financer vos projets, partir se former, coopérer en Europe. Donc bien, voilà, bien avoir la connaissance de ces différents outils, plateformes, réseaux. Sachant qu'il est tout à fait possible d'utiliser les uns sans les autres, hein. Vous pouvez tout à fait faire bien sûr des projets e-twinning qui n'aboutiront jamais sur des mobilités, comme il est possible de faire des projets Erasmus+ sans utiliser la communauté e-twinning. Je dirais juste que c'est possible, mais que c'est dommage. Donc là, l'objectif de cette présentation, c'est de vous montrer comment ces trois outils sont complémentaires et comment vous avez tout intérêt à optimiser, on va dire, votre collaboration en Europe grâce à l'utilisation à la fois de ces trois, alors j'aime pas le mot outil, hein, mais outils, réseau, plateforme, vous prenez le mot qui vous convient le mieux. Alors pour rentrer sur un petit focus sur le programme Erasmus+, donc 4 secteurs éducatifs, hein. Dans le programme Erasmus+, on y rentre via un secteur éducatif, à savoir l'enseignement scolaire. Donc là, ça commence dès la maternelle jusqu'à la terminale, des voies générales et technologiques. Vous êtes éventuellement concerné aussi par l'enseignement et la formation professionnelle, qui couvre là, tous les CAP, lycées professionnels, MFR potentiellement, REA, etc. L'enseignement supérieur, vous pouvez être aussi concerné, notamment si vous êtes des lycées avec des sections de BTS. Les BTS étant post-bac, hein, relèvent dans Erasmus+, dans l'enseignement supérieur. Je précise dès maintenant que l'enseignement supérieur dans Erasmus+, a un fonctionnement assez différent et je ne rentrerai pas dans le détail sur les possibilités Erasmus+, enseignement supérieur, notamment sur la mobilité. C'est un système assez différent de fonctionnement. Donc voilà, je vais donner quelques informations, mais je vous donnerai surtout le contact de mes collègues qui pourront vous accompagner. Et un secteur qui ne vous concerne a priori pas du tout, qui est l'éducation des adultes, mais sur eTwinning, en théorie, vous n'êtes pas sur ce secteur-là. Et enfin, donc, 3 grandes actions qu'on va voir aujourd'hui. La mobilité, donc il peut se faire soit avec des projets ponctuels, soit avec des projets sur le plus long terme, notamment avec une accréditation ou une charte. Des partenariats, donc 2 types de partenariats simplifiés ou des partenariats un peu plus ambitieux qu'on appelle les partenariats de coopération. Et je présenterai aussi les actions Jean Monnet, comme je vous l'ai dit, hein, notamment une des actions Jean Monnet, les initiatives pour apprendre l'Union européenne, qui peuvent vous intéresser. Un petit rappel sur les priorités du programme, je ne rentre pas dans le détail, l'inclusion, la diversité, le numérique, la transition écologique et la citoyenneté européenne. On demande à tous les porteurs de projets Erasmus+, quelle que soit l'action clé dans laquelle on émarge, d'avoir une attention particulière sur ces 4 priorités. Et sur la priorité du numérique, il est très clairement écrit, notamment pour les acteurs du scolaire et de la formation professionnelle, d'utiliser les outils, les réseaux européens en ligne pour collaborer avec vos partenaires européens. C'est bien sûr ici très fléché sur eTwinning et ESEP, hein. Vous êtes largement incité à utiliser eTwinning et ESEP dans vos projets Erasmus+, d'où l'objet aussi de cette présentation. Un rappel aussi sur les pays et je le reprécise parce que vous nous avez demandé beaucoup, comment on travaille avec des pays anglophones. Donc les pays membres du programme Erasmus+, c'est les pays de l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne, plus ce qu'on appelle les pays tiers associés au programme, donc Norvège, Islande, Liechtenstein, Macédoine du Nord, Turquie et Serbie. Donc le Royaume-Uni, vous l'avez compris, ne fait plus partie pour le moment du programme Erasmus+. Pour répondre aux questions de comment on travaille en anglais sans le Royaume-Uni, donc au-delà des autres pays anglophones qui existent dans l'Union européenne, enfin dans l'Europe, sachez que vous allez parler en anglais certainement avec tous les partenaires et tous les pays, hein. Il y a des grandes chances que si vous faites un projet d'échange avec la Roumanie, par exemple, vous ne parlerez pas roumain, mais vous et vos partenaires roumains parlerez bien anglais. Donc rassurez-vous là-dessus, il y a possibilité de travailler en anglais si vous le souhaitez, hein, pas d'obligation bien sûr là-dessus, mais c'est une question qui est revenue régulièrement. Vous travaillerez en anglais avec n'importe quel partenaire, c'est tout à fait possible. Et on verra, il y a des possibilités de coopérer avec le reste du monde, donc au-delà de ces 33 pays, sur certains projets de manière très spécifique, j'y reviendrai. Alors, on va commencer par le commencement. Pour débuter, coopérer sans financement Erasmus+, c'est la première étape. Donc on va imaginer que vous êtes dans une situation où vous voulez amorcer une toute première étape de collaboration avec des établissements en Europe. Vous voulez trouver, une collègue dans votre discipline, vous voulez, travailler avec une école, travailler, avec une école pour,
faire collaborer vos classes ensemble, vous voulez avoir des premières étapes de rencontres européennes sans voyage pour vos élèves, tout simplement parce que vous n'êtes peut-être pas prêt encore à déposer votre propre projet pour votre établissement. Sachez que dans Erasmus+, il n'y a pas que le voyage qui est possible, il y a aussi bien sûr l'accueil de partenaires. Donc si vous avez des partenaires déjà sur eTwinning, des projets en cours et que vous souhaitez les rencontrer, mais que vous n'êtes pas encore, vous, en mesure de porter un projet Erasmus+, la réponse est tout simplement de vous proposer comme structure d'accueil pour des potentiels établissements européens qui, eux, seraient porteurs de projets Erasmus+, c'est-à-dire qu'eux ont fait des demandes de financement pour de la mobilité et ils cherchent des structures vers lesquelles se rendre en mobilité. Donc que ce soit des élèves, donc des classes qui viendraient dans votre classe, ou tout simplement des personnels qui viendraient observer des pratiques, échanger des pratiques, se former dans votre établissement. Ça, c'est tout à fait possible. Et dont on encourage, pour débuter, c'est une très bonne manière de mettre un peu d'Europe et de collaboration dans son établissement sans forcément se lancer dans un projet Erasmus+. Et c'est souvent aussi un bon outil pour lever les freins. Euh, si le projet n'est pas lancé parce que vous avez encore une direction ou des gestionnaires financiers qui ne sont pas encore tout à fait prêts et un peu réticents, c'est un bel outil pour convaincre le reste de l'équipe éducative. Et en attendant, bien sûr, s'inspirer d'autres projets, se former, sur la plateforme ESEP grâce au catalogue de cours en ligne, sur la plateforme UE Academy, qui propose aussi beaucoup de choses pour se former aux outils européens, aux demandes de financement Erasmus+, via tout ce qui peut vous être proposé, bien sûr, au PAF, à l'École académique de la formation continue, et à toutes les formations possibles proposées au niveau national par eTwinning, par nous, l'agence, au niveau des académies, et la formation dont parlait Sylvain à l'instant et en fait bien sûr partie. Donc là, on est sur une première démarche, on n'a pas forcément de projet Erasmus+, mais on a déjà de la collaboration européenne. Et bien sûr, en parallèle, ça se fait avec un projet à distance avec eTwinning, déjà en cours ou à lancer. On va dire que c'est la première étape pour se lancer dans de la coopération européenne, avec ou sans financement Erasmus+. Et tout ça, bien sûr, c'est zéro charge administrative, puisque ce sont que des activités qui sont gratuites pour vous. Deuxième étape, vous êtes déjà dans un projet eTwinning ou pas, mais vous souhaitez vous lancer dans de la mobilité. C'est ce qui s'appelle l'action clé 1 dans le programme Erasmus+. Donc, l'idée là, la mobilité, ça répond à différents besoins. Vous souhaitez par exemple observer des pratiques chez vos partenaires européens. Vous avez déjà justement des projets à distance avec des partenaires sur eTwinning que vous connaissez bien et chez qui vous voulez vous rendre, tout simplement pour mettre, on va dire, encore plus de concret dans votre projet. Vous voulez organiser un voyage scolaire pour emmener vos élèves rencontrer la classe partenaire en Europe. Vous voulez aussi financer de la venue d'experts. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles aussi dans Erasmus+. Ou vous voulez aussi répondre à des sollicitations que vous pourriez avoir. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à recevoir des sollicitations d'élèves ou de parents d'élèves pour aller faire une partie de la scolarité en Europe. Et tout simplement, vous avez envie de partir vous former pour monter en compétences. Là, donc, la réponse, c'est ces projets de mobilité. Donc, c'est l'action clé 1 du programme. Dans un même projet, donc dans la mobilité, on peut financer des voyages, des déplacements, bien sûr à des fins de formation éducative, bien sûr. Dans une seule et même candidature, dans un même projet, on va regrouper tous les besoins en formation et en déplacement européen d'un établissement. Et là, on va voir que eTwinning et ESEP, vous allez les utiliser tout au long du projet, vraiment, je dirais même avant le stade même de la candidature à Erasmus+, et jusqu'à la clôture de votre projet pour différentes raisons, et je vais rentrer dans les détails juste après. Un petit focus sur les activités parce que vous avez posé quelques questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on finance dans Erasmus+? Qu'est-ce qu'il est possible de faire concrètement? Parce qu'encore une fois, vous allez avoir des projets pédagogiques qui seront bien plus larges que nous, les activités Erasmus qu'on finance. Ces activités-là, elles s'insèrent bien dans un programme pédagogique ou même dans un programme de pilotage d'établissement qui est bien plus large. Nous, on va vraiment, Erasmus+, le projet de mobilité va financer des activités en particulier pour les personnels comme pour les apprenants. Donc pour les personnels, on va les balayer un petit peu plus en détail. Quelles sont les activités? Donc là, c'est possible pour tous les secteurs. Donc là, en l'occurrence, enseignement supérieur
compris, formation professionnelle et enseignement scolaire. Voilà les activités possibles. Donc un peu plus dans le détail, désolée, cette slide est très chargée. Donc, pour les personnels, il y a 3 activités possibles pour partir. Donc là, on est bien sûr, dans notre établissement, on part ailleurs en Europe. On part pour suivre, un cours ou une formation. Donc ça, c'est une activité qui est possible, qui peut durer de 2 à 30 jours, pour aller vraiment s'inscrire à un cours de langue, à une formation sur le numérique, pour envoyer carrément toute une équipe se former à des pratiques pédagogiques inclusives, par exemple. Tout ça, c'est des exemples. Et évidemment, ce cours-là, il va falloir trouver un cours de qualité. Donc là, ça se passe sur ESEP, sur l'onglet développement professionnel. Vous avez donc tout le catalogue de cours qui est enfin assez actualisé et assez bien mis à jour. Donc vous pouvez trouver des cours là-dessus. Et nous, on vous invite bien sûr à profiter du réseau que vous aurez créé sur ESEP et eTwinning pour échanger avec les collègues et choisir le cours en ayant des retours de collègues, c'est toujours mieux. Voire même, vous pouvez, et ça c'est quelque chose dont on a eu des retours assez intéressants, participer avec votre partenaire européen à un même cours. C'est-à-dire, vous avez un projet autour du numérique dans la classe, ou autour de, je sais pas, de l'intelligence artificielle en pratique pédagogique avec un partenaire italien, et vous trouvez tous les deux un super cours en Allemagne sur l'utilisation de l'IA en classe, mais vous pouvez vous rendre tous les deux suivre ce même cours. C'est à la fois l'occasion de rencontrer votre partenaire, d'échanger des pratiques de manière informelle et de suivre ensemble un même cours en Europe. Et donc ça, sachez que dans Erasmus, on prendra en charge les cours payants, enfin l'inscription aux cours, en plus de tous les forfaits habituels, à savoir frais de voyage, frais de séjour, etc. La deuxième activité possible, c'est l'activité partir observer des pratiques. Donc ça, c'est une activité qui peut durer de 2 à 60 jours. Là, on est vraiment sur du job shadowing, de l'observation de pratique. Donc on va dans un établissement scolaire et on se rend compte du quotidien des collègues européens. Donc, voilà, quelles sont les pratiques, comment ça se passe ailleurs, on compare, on échange, on s'enrichit. Et là, bien sûr, l'idée, c'est pour que cette activité elle a un réel impact et qu'elle s'inscrive vraiment dans un vrai parcours, dans un vrai suivi pédagogique, c'est bien sûr d'amorcer au préalable la collaboration grâce à des échanges, voire même grâce à un projet en ligne sur eTwinning. Et l'idée, bien sûr, est de, après avoir échangé ces pratiques, garder un lien et en faire quelque chose. Et donc, évidemment, cette collaboration, elle se fera ensuite à distance et on vous invite, bien sûr, à poursuivre sur eTwinning cette rencontre-là. Petit aparté, ces projets-là, d'observation de pratique, ils sont aussi intéressants quand vous faites partir des équipes qui mêlent à la fois des personnels enseignants et des personnels non enseignants. On a des très bons retours de projets où les équipes administratives, les équipes de direction, voire même les personnels techniques sont partis avec des personnels enseignants ensemble. Et ça, c'est souvent des bons retours. Et dernière activité qui est, je le précise, possible dans Erasmus+, ça ne la rend pas forcément possible de manière pratique, surtout avec les dernières réformes qu'on a pu connaître, qui est de partir former ou enseigner. Donc ça, c'est une activité qui peut durer de 2 jours à 1 an. L'idée là, c'est vraiment d'aller se mettre dans une situation d'enseignement dans un établissement scolaire. Ça veut dire bien sûr que vous n'êtes plus devant vos élèves pendant ce moment-là. Les seuls rares exceptions où ça fonctionne assez bien, c'est en fait de l'échange de poste à poste avec un collègue avec lequel vous travaillez déjà de longue date. Mais c'est une expérience qui reste bien sûr sympathique si vous avez une direction et un rectorat, on va dire, qui rendent possible cette activité. C'est pas parce que c'est possible dans Erasmus que c'est forcément possible au niveau de l'établissement et on s'en rend bien compte. Donc ça, c'est pour partir. Il y a aussi des possibilités dans Erasmus+, dans la mobilité, pour accueillir, donc accueillir des Européens dans son établissement. Soit des possibilités pour accueillir des experts. Donc les experts, c'est vraiment un sens très large, c'est une personne qui a une expertise sur un sujet donné. Donc ça peut être des pédagogues, des chercheurs, des politiques, des enseignants reconnus pour des compétences particulières, des pédopsychiatres, des chefs de cuisine, enfin n'importe quel type d'expert à partir du moment où ça répond à la thématique, à l'objectif de votre projet d'établissement. Donc ça, c'est une possibilité. Et là, pour le coup, le réseau, l'outil networking sur ESEP est particulièrement intéressant pour vous. L'idée, c'est de justement aller repérer, grâce au filtre de domaine d'activité, matière enseignée, etc., de pouvoir repérer ces experts à faire venir.
et aussi la possibilité d'accueillir des enseignants ou des éducateurs en formation, donc des personnes qui sont en train de se former au métier d'enseignant, hein, dans des équivalents d'INSPE ailleurs en Europe, pour venir donc vivre leur stage, hein, tout simplement dans votre établissement. Et donc là, c'est pareil, hein, sur eTwinning, il y a une communauté justement dédiée aux structures de formation des enseignants. Donc vous avez la possibilité de trouver ces personnes-là sur eTwinning. Pour les élèves, et je me rends compte que j'ai une animation qui est restée pas au bon endroit. Les activités financées pour les élèves. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le programme, je vous annonce direct la bonne nouvelle. C'est une nouveauté 2024. Jusque-là, la mobilité de groupes d'élèves ne se faisait que sur le secteur scolaire et vous étiez nombreux de lycées professionnels à nous faire remonter à juste titre, lycée professionnel ou CFA, que c'était très dommage d'avoir perdu cette possibilité de pouvoir faire partir les élèves en groupe, travailler sur une thématique. Voilà, jusque-là, la formation professionnelle dans Erasmus était devenue très ciblée formation professionnelle, c'est-à-dire que les élèves pouvaient partir faire des stages ou participer à des concours de métiers. Donc, nouveauté 2024, la mobilité de groupe d'élèves est enfin réintroduite pour tous les élèves, que ce soit donc du secteur scolaire ou de l'enseignement et la formation professionnelle. À partir d'ici, je précise hein, que les élèves de l'enseignement supérieur ne sont pas concernés par les activités que je vais présenter. Encore une fois, on est sur un système à part, donc je ne rentre pas dans le détail. Donc ça, c'est les activités pour les élèves. Quelques détails hein, à savoir. Donc les activités de mobilité de groupe d'élèves. Donc on est sur des mobilités qui peuvent durer de 2 à 30 jours. L'idée, c'est bien qu'on part avec un groupe. Donc le groupe, c'est à partir de 2. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de partir avec une classe entière. Vous pouvez partir avec un groupe. Vous pouvez partir aussi avec un groupe classe de plus, enfin un groupe de plusieurs classes, pardon. Vous pouvez partir avec les éco-délégués. Vous pouvez partir avec je sais pas, des élèves, quels qu'ils soient, de plusieurs classes ou d'une seule classe, ça c'est votre choix. Et l'idée là, c'est qu'on va partir chez un partenaire européen pour travailler sur une thématique commune. Cette mobilité de groupe, nous, comme on la conçoit, et c'est comme ça aussi que la Commission européenne la conçoit, elle n'a de sens que si elle s'inscrit dans un programme pédagogique et sur une collaboration plus longue. L'idée, c'est bien sûr que la mobilité de groupe d'élèves et tout le travail ne se résume pas aux 2 jours de mobilité. C'est bien sûr un travail qu'il va falloir amorcer avant et qui, idéalement, se poursuit après. La mobilité, c'est juste une étape parmi cette, une étape, on va dire, qui intervient à un moment donné d'une collaboration bien plus longue. Donc là, pour cette activité-là, l'utilisation, on va dire, enfin, la complémentarité avec un projet e-twinning mené avec la classe qui va vous accueillir en mobilité, elle est, on va dire, plus que recommandée. Elle est très, très largement, on va dire, encouragée. Euh, donc là, bien sûr, c'est aussi un moyen de faire participer plus d'élèves parce que c'est assez souvent quand même que vous avez du mal à faire partir une classe entière et on est à un moment en plus où dans le programme Erasmus+, c'est de plus en plus compétitif en termes de ratio demande et fonds disponibles. Donc vous êtes nombreux à malheureusement ne pas obtenir autant de mobilité que demandé. La réponse, là, peut être justement de faire partir un groupe moindre, cibler notamment ceux qui en ont le plus besoin, mais faire participer l'ensemble de la classe au projet, parce que le projet ne se résume pas justement à la mobilité physique. Donc là, bien sûr, mener des activités collaboratives pardon, entre classes avant le départ, pendant la mobilité aussi, notamment si vous avez des élèves qui ne sont pas partis, et au retour de la mobilité, c'est plus qu'encouragé. Et là, on parle bien sûr de vrais projets collaboratifs à distance et pas juste un Twin Space qui serait une vitrine de la mobilité. On est bien sûr sur des projets où voilà, il y a des activités qui ont eu lieu avant la mobilité, d'autres activités collaboratives en groupe, en équipe internationale par exemple, donc sur une thématique donnée et qui a un rapport avec la mobilité qui sera financée. Du Alors, coup, Laura, oui. donc, en fait, tu caches une partie de l'écran, donc il y a quelqu'un effectivement qui aurait bien voulu lire ce qu'il y a sur ton diaporama, mais du coup, avec cette incrustation, en fait, tu... Alors, il va falloir préciser un peu parce que moi, j'ai pas d'incrustation. Moi, je vois mon écran en plein écran. Ouais, mais on te voit toi détouré en fait devant la présentation, donc il y a une partie Ah, du diaporama que alors moi, je tu... me vois pas, je suis désolée. D'accord. Alors Je si sais tu pas coupes ce qui fait ça. du coup, je sais pas pourquoi. Voilà, Est-ce que si là, tu c'est coupes. mieux? Ouais, là c'est mieux.
Ah OK, bah, je viens de voir que j'avais un bouton qui s'appelle disposition. Alors je suis désolée parce que ça veut dire que vous voyez pas grand-chose depuis le début. Merci de m'interrompre. Je vois pas le chat aussi, j'ai quelque chose Oui, d'un peu oui, bizarre en termes de disposition donc aujourd'hui. je vais en profiter pour, poser une question. Il y a une question qui a eu lieu effectivement, c'est, alors à propos des en cas d'un déplacement d'enseignants, un remplacement est-il prévu par le rectorat? Est-ce que tu peux répondre, Je dirais que c'est une question à adresser au rectorat. Il Ouais. y a un remplacement qui est à prévoir. Après, donc là, vous n'êtes pas sans savoir que, les rectorats, ont pour consigne, dès cette année et surtout à partir de 2024, de limiter au maximum, l'absence des enseignants, sur les temps où ils sont censés être devant les élèves. Donc les déplacements des enseignants, malheureusement, je pense que vous allez avoir la consigne de le faire un maximum sur le temps de vos vacances. Voilà, et c'est pas évidemment, bien sûr, quelque chose, que nous on a encouragé ça, c'est, quelque chose qui est assez limitant et c'est le cas pour n'importe quelle formation en fait, hein, donc c'est pas que les programmes Erasmus+ qui sont impactés. Donc, voilà, c'est une vraie problématique, on en a bien, conscience. Après c'est quelqu'un qui est en lycée, donc il faut qu'elle voit aussi avec son chef d'établissement C'est qui ça, c'est à peut voir avec éve le chef voilà, d'établissement s'il y a des remplacements qui sont possibles, s'il y a des tout à aménagements fait, d'emploi du temps qui sont c'est possibles ça. pour pas, en fait, que la classe reste, sans enseignant à ce moment-là. C'est aussi des fois des choses, hein, je l'ai eu vécu, qui peuvent s'arranger avec des collègues sur du remplacement et du rattrapage, on va dire, d'heures derrière. Mais si ça impacte, on va dire, directement et qu'il y a un vrai problème d'absence, là, c'est en effet à voir avec le rectorat s'il y a un remplacement qui est prévu. Je préfère vous dire quand même que là, on est dans un contexte où c'est pas le plus favorable, on va dire, pour se faire remplacer. Je Donc pense que ça dépend bien sûr des académies, hein, mais la oui, consigne ouais. ça veut dire aussi donc, dans le premier degré puisqu'on a la question aussi, donc là, il faut voir avec, l'IEN de circonscription effectivement pour, savoir Mmh. s'il y a un moyen de remplacement qui peut avoir lieu, enfin voir comment ça peut s'organiser. Voilà. Après là, on parle bien sûr des mobilités où il y a que les personnels qui partent, hein. Quand vous partez avec vos élèves, la question est réglée dans le sens où vous êtes avec les élèves, donc vous n'êtes pas, enfin, on n'a pas des élèves sans enseignant devant, qui a l'air d'être vraiment le sujet, problématique. Mais quand vous partez, seul, oui, c'est en effet à voir avec, l'IEN. Tout à fait, pour le premier degré. Est-ce que je poursuis? Je vois pas le chat, donc je sais pas Oui, s'il y a oui, des ben, donc questions. il y a du coup, ça fait des questions qui arrivent donc, pour les BTS, tu en as parlé ou pas du tout? Oui, j'en ai Heu parlé, j'ai dit que j'en parlerai pas plus. Oui, c'est ça, oui, parce qu'en fait, c'est l'enseignement supérieur et c'est carrément tout un sujet et ça prendrait beaucoup de temps pour le détailler avec la charte Voilà, Etchi, effectivement. pour l'enseignement supérieur, donc BTS, en effet, ça relève de l'enseignement supérieur. Pour faire des mobilités, c'est via la charte Etché et ensuite la mobilité des personnels, c'est la même, hein, celle que je viens de vous montrer. Pour la mobilité d'élèves, j'étais en plein dedans. Pour les BTS, c'est un petit peu différent, hein, c'est principalement de la mobilité, donc elle est individuelle uniquement, et elle est, de stage ou d'études. Et elle peut être réduite, normalement c'est à partir de 2 mois et là elle peut être réduite pour être à partir de 2 semaines, il me semble et pour être réduite par contre, il faut qu'elle ait une composante hybride. Mais ça, je vais pas rentrer plus dans le détail parce que vraiment c'est pas un sujet que je maîtrise et qui, d'après moi, concerne une petite minorité d'entre vous donc voilà, je veux pas faire de cas individuel, sur ce webinaire. En revanche, vous verrez à la fin, je vous donne l'adresse mail de mes collègues, en charge de l'enseignement supérieur, n'hésitez pas à les contacter voilà, vous aurez une réponse et un accompagnement spécifique là-dessus. Voilà donc, juste pour, conclure un peu le sujet, pour les BTS, peut-on utiliser Tuning? Oui, bien sûr, on peut enfin, je dis bien sûr, en principe, effectivement, eTuning, c'est pour le premier et le second degré, mais comme les BTS sont hébergés dans des établissements qui sont éligibles, à eTuning, puisqu'ils sont dans des lycées, et bien, ils peuvent bénéficier d'eTuning. En revanche, vous aurez, beaucoup de mal à trouver des homologues dans d'autres pays européens, puisque c'est vraiment premier et second degré. Mais en France, vous avez effectivement cette possibilité d'utiliser eTuning du coup. Et donc Voilà. merci, Sylvain. Donc Pas de j'espère que maintenant problème. vous voyez bien mon écran et je suis désolée,
que vous ne l'ayez pas vu mieux avant. Donc, mobilité individuelle, donc c'est l'autre pendant, hein, mobilité de groupe ou mobilité individuelle. Je précise individuelle, ça ne veut pas dire que l'élève doit forcément partir seul, mais par contre, ça veut dire qu'il a un programme pédagogique individualisé. Mais ils peuvent partir à plusieurs en même temps, de manière individuelle, mais à plusieurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller faire une partie de sa scolarité ou de faire un stage quelque part en Europe. C'est possible pour la voie scolaire, enfin la voie générale, l'enseignement scolaire, comme pour l'enseignement et la formation professionnelle. C'est une mobilité qui peut durer de 10 jours à 1 an. Euh, Là, on est sur une situation où ça se fait beaucoup, bien sûr, dans l'enseignement et la formation professionnelle. Vous connaissez les PFMP voilà, qui rentrent dans ce contexte-là. Pour le scolaire, ça a mis beaucoup de temps avant de se lancer et on est maintenant sur une période où ça se développe beaucoup, avec beaucoup de questions, et c'est la slide que j'ai juste après, sur la mise en place de cette mobilité individuelle, comment on organise un contrat pédagogique, comment on travaille avec un établissement qui va quand même avoir à charge notre élève pendant potentiellement un trimestre, enfin, voire 2 trimestres, voire une partie de l'année, même si ça peut être beaucoup moins, hein, ça peut être 2 semaines tout simplement. Euh, Là, bien sûr, l'utilisation des twinning, on y voit une vraie plus-value en termes de liens à créer avant le départ en mobilité. C'est-à-dire que connaître le système éducatif, il n'y a rien de tel de faire travailler des classes ensemble pour connaître voilà, où on en est du programme scolaire, qu'est-ce que vous faites, vous, dans votre classe, comment ça se passe, l'organisation même du temps scolaire. Parce qu'un élève qui part seul, et ça se fait dès le collège, alors bon, ça peut se faire même plus tôt, mais c'est quand même à partir du collège que ça se fait, un élève de quatrième qui se retrouve en immersion dans un système éducatif complètement différent du sien, s'il n'y a pas eu de préparation en amont, ça se passera clairement pas du mieux possible. Donc sachez que pour ça, pour accompagner cette mobilité individuelle d'élèves, il y a quand même eu des réformes assez importantes et intéressantes pour ça. Sachez que maintenant, elle est reconnue dans le parcours scolaire de l'élève. Donc, c'est-à-dire que si l'élève part 3 mois, 6 mois, il n'est pas obligé de rattraper ce qu'il a fait. On part du principe que ce qu'il a appris dans un autre établissement européen, ça a de la valeur et que ça peut être intégré dans ses appréciations, dans son relevé de notes. Et pour les élèves donc au lycée, ça donne lieu maintenant à une nouvelle mention au bac. Donc pour le bac général ou technologique, hein. Vous avez le lien, là, quand vous recevrez la présentation, vous avez le lien vers le BON en question qui met en place ça. On a eu beaucoup de questions, nous, sur comment on met en place cette mobilité individuelle des élèves, à la fois sur comment on place l'élève en famille d'accueil, quels sont les formulaires à avoir, tout plein de questions. Donc, on a créé, et elle est toute nouvelle, cette ressource. Donc, c'est un kit pour la mobilité individuelle des élèves, avec à la fois des informations théoriques, mais aussi beaucoup d'outils pratiques qui vont voilà, du formulaire médical à remplir par l'élève avant de partir à la séance pédagogique de préparation avant le départ. Il y a de nombreuses ressources disponibles ici. Et donc, au-delà, bien sûr, de la recherche de partenaires d'accueil, hein, ce que je vous disais, c'est que là, nous, on encourage vraiment à intégrer cette mobilité individuelle dans un projet pédagogique plus large, et bien sûr, d'utiliser le Twin Space pour garder le lien avec l'élève parti. Dernière possibilité, et là elle est réservée à l'enseignement et la formation professionnelle, on est toujours sur la mobilité des apprenants, des élèves, c'est la participation à un concours de métiers, que ce soit lors d'événements internationaux, Olympiades des métiers, Abilympics, WorldSkills, etc. Euh, mais ça peut être aussi des compétitions de métiers plus informelles, même si elles doivent être quand même avoir un caractère officiel. Euh, donc là, bien sûr, vous avez aussi la possibilité, et on vous invite à vous en saisir, sur ESEP, hein, de rechercher, bien sûr, par branche de métier, par matière de la voie professionnelle, et de trouver, bien sûr, et d'organiser déjà en amont, si vous n'avez pas de compétition de métier officielle qui correspond à vos besoins, d'y réfléchir en amont. Et ça rejoint un petit peu, je pense, que ce que présentera Monsieur Nour en fin de présentation. Donc, il lui fait des projets. Alors, c'est du partenariat, c'est pas de la mobilité, mais autour du chef-d'œuvre dans la voie professionnelle. Donc, un sujet intéressant aussi. Comment on y accède à ces projets de mobilité? La première étape, c'est de vous renseigner si vous ne pouvez pas intégrer un projet académique déjà porté, c'est-à-dire rejoindre un consortium. L'académie porte pour les établissements de son territoire. Donc ça, c'est la première étape avant de vous lancer seul. Si vous ne vous sentez pas très prêt, c'est la première étape à faire. Sinon, deux voies d'accès, à savoir l'accréditation Erasmus+,
ou le projet de mobilité de courte durée. Et je le redis là, si vous avez des STS, hein, donc BTS, brevet, ou les STS, section de technicien supérieur, la seule voie d'accès possible, c'est la charte ETCHE, donc qui est la charte de l'enseignement supérieur. Sans rentrer trop dans les détails, hein, donc 2 types de projets, l'accréditation. Donc là, on est sur une vision un peu pérenne, hein, de mobilité. On organise des mobilités tous les ans. Et donc, dans cette accréditation, on soumet un plan Erasmus+, qui est donc là vraiment la stratégie d'ouverture à l'Europe dans le programme Erasmus+. Et on a autant de mobilité que possible. Et on a chaque année juste une demande de fonds à faire. Donc, cette demande d'accréditation, elle se fait chaque année en octobre. Donc là, pour 2024, c'est le 1er octobre. L'autre possibilité, si on n'est pas accrédité, c'est de déposer un projet de mobilité de courte durée. Donc là, on est dans un projet qui s'inscrit, on va dire, de manière plus ponctuelle, avec des projets qui durent entre 6 et 18 mois. On a maximum 30 mobilités par projet. Donc 30 mobilités, ça peut être 5 mobilités d'enseignants, 25 d'élèves. Ça peut être une combinaison comme vous le souhaitez. Et par contre, on est vraiment dans une ancienne démarche projet, c'est-à-dire une candidature, une évaluation, un financement ou non, un projet qui se déroule et un rapport final. Et si on veut recommencer, il faut refaire toute la démarche. Dans les deux cas, c'est bien un projet d'établissement, c'est-à-dire qu'on ne se lance pas seul, on accompagne bien, on identifie bien une équipe projet et on recense bien tous les besoins en mobilité de l'établissement avant de déposer cette candidature. Voilà pour l'action clé 1. Je ne vois pas s'il y a des questions, mais je continue parce que je vois le temps qui passe. On pourra prendre un petit temps après l'action clé 2 peut-être. Donc l'autre possibilité là, si vous êtes déjà je dirais si vous êtes déjà assez familiarisé avec les programmes Erasmus+, ou si vous avez vraiment des partenaires fixes qui sont pas forcément que des établissements scolaires, hein, parce que là on est bien sur toute structure active dans le champ scolaire, et que vous avez surtout une thématique de projet. Là, on n'est pas dans l'idée de partir se former ou d'envoyer des élèves, on est vraiment dans l'idée on veut coopérer uniquement sur une seule thématique donnée, parce qu'on veut répondre avec des partenaires à une problématique européenne, donc à savoir les priorités horizontales du programme, hein, donc l'inclusion, le développement durable, le numérique ou la citoyenneté européenne, ou des priorités spécifiques au secteur éducatif, que ce soit l'apprentissage des langues, la lutte contre le décrochage scolaire, etc. Ça se traduit dans le programme Erasmus+ par ce qu'on appelle donc l'action clé 2 du programme, les projets de partenariat. Dans ces projets de partenariat, encore une fois, la plus-value, c'est de pouvoir travailler avec des établissements qui ne sont pas des établissements scolaires. Je ne dis pas que c'est impossible de faire hors établissement scolaire, hein, tout à fait, de faire sans établissement scolaire, je vais y arriver. Vous pouvez bien sûr avoir des partenaires qui sont des établissements scolaires, mais ce qui est particulièrement encouragé dans le guide du programme, et on vous met une alerte là-dessus, c'est bien de travailler avec des acteurs de différents secteurs, des entreprises, des associations, des autorités académiques, des universités. L'idée, ça va être de produire, alors on va voir, hein, c'est pas dans la même mesure entre les partenariats simplifiés et les partenariats de coopération, mais dans ces partenariats, on n'est pas juste sur aller voir ce qui se passe ailleurs, on est sur produire ensemble une réponse, un résultat à une problématique, que ce soit voilà, un parcours de formation, un outil pédagogique, un MOOC, etc. Donc bien sûr, la recherche de partenaires et la collaboration, elle va s'amorcer sur ESEP. On vous invite aussi, si vous vous lancez dans des partenariats de coopération, dans lesquels on attend une vraie dimension innovante, c'est-à-dire répondre à quelque chose qui n'a pas encore été fait, bien sûr de vous inspirer de production, hein, sur ESEP. Au-delà des cours, vous avez aussi des ressources, hein, des articles, des recherches scientifiques, etc. D'aller voir un petit peu s'il n'y a pas déjà quelque chose fait sur la thématique que vous souhaitez envisager, puisque là, on cherche quelque chose d'innovant dans ces partenariats de coopération. Donc 2 types de partenariats et bien sûr pas les mêmes attendus. Des partenariats simplifiés où là on peut déposer juste en bilatéral, donc votre structure et un établissement partenaire, pour des projets avec maximum 60 000 € de financement. Et là on est bien sur une première démarche de coopération européenne, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des projets, on est sur de l'échange de pratiques tout simplement. Et là il y a deux rounds de candidature, donc un premier round là au 5 mars et un deuxième round au 1er octobre. Sur les partenariats de coopération, on est sur des projets de plus grande envergure et plus ambitieux, puisqu'on peut financer jusqu'à 400 000 € avec 3 structures minimum. Et là, on est vraiment sur l'idée de produire des résultats. C'est pas tout à fait ce qui est écrit, mais je vous assure que c'est ça l'idée, des résultats innovants et transférables.
Donc voilà, on produit quelque chose et là, les candidatures sont au 5 mars, il n'y a qu'un seul round pour ces projets. Petite alerte, hein, dans les 2 cas, c'est bien la structure qui coordonne le projet qui reçoit l'intégralité de la subvention. Donc avant de se lancer dans ces projets-là, surtout pour les établissements scolaires, vérifiez que votre service gestionnaire, comptable est bien OK pour recevoir des fonds et les redistribuer à des partenaires européens. Ça paraît simple dans l'idée, mais dans la réalité, de la gestion, des finances publiques, c'est un peu plus, compliqué pour un EPLE. Et dernier type de projet que je voulais vous présenter, c'est ces projets donc Jean Monnet, donc l'action Jean Monnet. Donc on a vu la mobilité, l'action clé 1, les projets de partenariat, l'action clé 2 et maintenant, voyons un petit peu, cette action Jean Monnet. Donc là, on est sur quelque chose d'assez différent en termes de démarche. Là, on est dans l'idée de vous voulez, vous, au niveau de votre établissement, réfléchir à comment je sensibilise à l'Union européenne. Comment j'enseigne mieux l'Union européenne, comment je développe ce sentiment de citoyenneté européenne, de conscience européenne, auprès de mes élèves, quel que soit le secteur, hors enseignement supérieur. Là, on est bien sur le premier degré, le second degré, les EREA, les collèges et les lycées, généraux comme, voie pro. Et là, on est dans l'idée de se dire: «OK, dans mon établissement, je vais construire un programme, un parcours pédagogique, des séquences, pour mieux intégrer une dimension européenne dans l'établissement». Et là, on est donc sur des projets qui vont, permettre donc c'est cette a action clé, Jean Monnet, initiative pour apprendre l'Union européenne. Là, on va, imaginer, sur, 3 années, donc c'est 3 années, minimum et c'est, 120 heures minimum, sur les 3 ans, donc 40 heures minimum, par année, des activités, pour enseigner l'Union européenne. Ça peut être des choses très simples, ça peut être la création d'un club Europe, entre midi et 2, 1 fois par semaine ou, 2 fois par mois, je sais pas. Ça peut être aussi aller visiter une institution européenne où là, il y a besoin de fonds et on prépare en amont en classe et on compte tout le temps de la visite, hein. Les 40 heures annuelles, elles peuvent se construire d'approches très différentes. Elles peuvent être dans l'établissement, elles peuvent être aussi la venue, d'associations, de politiques européens dans votre établissement, mais ça peut être aussi des visites liées à l'Europe et c'est l'Europe au sens large, hein. C'est pas juste les institutions de l'Union européenne, mais ça peut être aussi tout simplement développer le sentiment, d'interculturalité et là, bien sûr, ça fait vraiment écho avec les projets que vous menez déjà sur eTwinning, ne serait-ce que, ben, toutes les activités que vous pouvez faire autour des hymnes, des drapeaux, des chansons traditionnelles, hem, toutes ces activités que vous faites déjà, hein, sur, connaître l'autre, connaître, voilà, les traditions, la culture de l'autre pays, c'est des choses qui peuvent clairement, compter comme ces heures, dédiées à l'Union européenne et donc notamment si vous faites des activités, collaboratives à distance, avec vos partenaires européens, ça pourrait être intégré dans ces heures dédiées à apprendre l'Union européenne, en classe. Et là, on est donc sur un système où vous décrivez, ces heures-là, hein, donc comment je répartis, mes heures, donc c'est pas heure par heure, hein, ça peut être des blocs d'heures, hein. Si vous partez faire, 3 jours de visite, je sais pas, des institutions à Strasbourg, bah, ça comptera peut-être déjà 20-25, 30 heures. Et vous pouvez obtenir jusqu'à 35 000 € pour ces heures, dédiées, à l'Europe, dans votre établissement. Il y a des replays, je vous rentre pas dans le détail, hein, mais il y a eu des webinaires, en ligne. Il y a un replay, il y a le lien ici et il y a un prochain webinaire, de questions-réponses d'accompagnement à la candidature le 17 janvier. Donc c'est une candidature en plus qui est assez intéressante parce que là, on n'a pas la notion de partenaire, c'est-à-dire on ne dépose pas à plusieurs, c'est vraiment un projet pour notre établissement. Ce qui n'empêche pas du tout, hein, d'ailleurs d'aller faire une mobilité chez des partenaires, si c'est ça votre activité, p de réponse, hein, à la problématique: «Comment j'améliore, l'apprentissage de l'Union européenne dans mon établissement?» C'est donc 40 à 60 heures par an jusqu'à 35 000 € et donc là, c'est des candidatures qui clôturent au 1er février avec des débuts de projet en septembre, prochain. Donc voilà pour ces actions Jean Monnet, je rentre pas plus dans le détail, hein, j'ai pas le temps d'approfondir chacune des actions, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui est assez proche, je pense, des projets que vous menez déjà sur eTwinning. Quelques petites ressources et vous voyez que c'est, la dernière partie, je ne suis pas si en retard que ça. Hem, Quelques ressources, donc tout ce que je viens de vous dire, là, je l'ai fait action par action. Sachez qu'il y a aussi, une infographie, enfin, c'est cette infographie, qui permet de reprendre un petit peu ce que je viens de dire, mais de manière plutôt, calendaire, sur la partie préparer le projet, dans la candidature, pendant le projet, lors du rapport final, après le projet,
où à chaque fois, que ce soit pour l'action clé 1, l'action clé 2 ou même les projets Jean Monnet, on vous explique comment utiliser EZEP et ou eTwinning dans votre projet. Donc là, vous le verrez, hein, je ne vais pas ouvrir toutes les parties, c'est des choses que je viens de vous montrer. Donc, s'informer, trouver des ressources avant le projet, trouver des partenaires, un petit tutoriel d'aide à la recherche de partenaires sur EZEP. Pour la partie valorisation, vous avez bien sûr toute la poursuite de collaboration, l'obtention de labels de qualité. C'est différentes choses hein, qui sont utiles, je pense, quand vous menez un projet à avoir en tête, à bien intégrer ce que vous faites déjà sur eTwinning et ce que vous pourriez faire sur EZEP et eTwinning tout au long du projet. Et c'est bien sûr, c'est pas une charge en plus, hein, c'est clairement une manière de mieux mener vos projets qui vous serviront bien sûr dans la mise en œuvre des projets et bien sûr sur l'évaluation aussi de vos candidatures et rapports de fin de projet. Au-delà de la plus-value, bien sûr, que ça apportera pour vos projets pédagogiques et pour vos élèves. Ici, un petit rappel de calendrier. Donc là, c'est le calendrier 2024. Il peut évoluer un petit peu chaque année, mais globalement, on a en février les appels pour la mobilité. Donc si vous avez déjà une accréditation, pensez bien que vous avez jusqu'au 20 février pour faire votre demande de financement, donc les projets de mobilité accrédités. Si vous souhaitez vous lancer dans de la mobilité de courte durée, c'est pareil, c'est 20 février. Jean Monnet, 1er février. Tous les KA2, donc les partenariats simplifiés de coopération au 5 mars. L'accréditation pour la mobilité 1er octobre et le deuxième round des partenariats simplifiés aura aussi lieu le 1er octobre. Donc, on est sur une échéance assez proche, mais si vous avez déjà une idée de projet bien amorcée, que vous avez déjà une équipe de pilotage, c'est tout à fait possible hein, de se projeter pour le prochain appel en février ou en mars prochain. Et ça sera à peu près les mêmes dates chaque année, donc 2024-2025 devrait se ressembler à peu près. Bien sûr, vous vous lancez, vous n'êtes pas seul. La première chose qu'on vous invite à faire, si vous lancez dans un projet Erasmus+, c'est de contacter Darik de votre académie. Donc, c'est les personnes en charge des relations européennes, internationales et la coopération de votre académie. Vous avez ici le lien, la page EduSchool qui recense toutes les DAREC si vous ne les connaissez pas encore. Bien sûr, pour la partie eTwinning, les correspondants académiques, les ambassadeurs et bien sûr le bureau d'assistance nationale qui organise ce webinaire aujourd'hui. Le site pour les candidats Mon projet Erasmus+, et là-dessus, vous y retrouverez notamment, c'est vers ça que mène le lien, tous nos cycles d'accompagnement qu'on met en place à l'agence qui s'appelle Prêt pour Erasmus, qui permet, on organise en fait des webinaires sur chacune des actions clés. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais vous allez avoir un webinaire sur l'accréditation, sur le projet mobilité de courte durée, en 2 temps, un webinaire de présentation générale de l'action et ensuite un webinaire de questions-réponses, plus approfondi si vous êtes en cours de rédaction de candidature. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Et bien sûr, nous, les équipes de l'agence, on vous accompagne. Donc, vous avez l'adresse ici pour le secteur scolaire, l'adresse pour la formation professionnelle, hein, donc lycée pro, CFA, REA. Et donc, pour les collègues qui posaient des questions sur l'enseignement supérieur et sur les BTS, c'est ces chers collègues qu'il va falloir aller solliciter. Donc, promotion.supérieur@agenceerasmus.fr. Et je pense que je n'ai pas du tout terminé, pardon. S'inspirer d'autres projets, trouver des partenaires, bien sûr, là, on vous a donné d'autres outils. Allez voir les projets déjà réalisés, ceux donc au niveau européen, ceux au niveau national, et des rencontres européennes Erasmus+. Ça, je vous invite à aller voir la page directement sur le site. Et voilà, je vais laisser la parole. Alors, Monsieur Nour, je ne sais pas si vous êtes dans la salle avec nous, mais je peux Oui, peut-être d'ailleurs arrêter le partage parce que je pense que vous allez partager votre présentation. oui, bonjour. Bonjour. Et voilà le Pendant partage. qu'il y a les manipulations, c'est bon, c'est fait, d'accord. Laura, je propose de réécrire en fait les questions qui ont été posées. Alors certains ont eu déjà des réponses par les autres participants, donc ça c'est super. Parfait. Mais il reste quelques questions hein, que j'ai Oui, notées. Ben, il y a les dernières, mais je vais te les remettre une par une et tu ça marche. pourras, Je peux voilà. remonter un petit peu dans le chat et Ouais, profiter ou de ces voilà, 10 bah, petites minutes où je ne vais pas parler pour ou tu aller. remontes et s'il en reste, je les ai copiés-collés, voilà. Ça marche, très bien. Merci. Ben Moustapha, c'est C'est à ton parti? tour. Bon, eh ben Vas-y. alors je me présente, Mustapha Nour, hein, je suis professeur en lycée professionnel d'électrotechnique au lycée Pablo Neruda. Donc notre lycée fait partie du campus des métiers et des qualifications d'excellence nommé Smart Energy System Campus. Donc nous nous trouvons dans l'agglomération grenobloise.
Et donc, je suis ravi d'être parmi vous pour vous présenter nos projets hybrides Erasmus et eTwinning. Alors, nos projets, donc, pourquoi le choix de cette thématique hein, sur les énergies renouvelables ou les économies d'énergie? Tout d'abord, donc, le thème de la production, du transport, de la distribution d'énergie électrique font partie du référentiel du CAP électricien, également du Bac Pro et du BTS électrotechnique. Par conséquent, nous pouvons étudier tout type de production électrique. Cependant, la lutte contre le changement climatique est une priorité et un enjeu fort au niveau européen. Donc j'essaye avec toutes mes promotions de CAP électricien de les mobiliser et les engager dans la production d'énergie renouvelable, dans les économies d'énergie et dans leur futur en tant que citoyens européens et électriciens européens éco-responsables. Alors, tout d'abord, le contexte, le profil de nos élèves de CAP. Nos classes de CAP ont toujours les mêmes caractéristiques. Un public entre 15 et 19 ans, public majoritairement issu de quartiers prioritaires de la politique de la ville, public ayant souvent peu de possibilités de mobilité en raison d'origine sociale défavorisée, souvent discriminés, stigmatisés. Ils ont cette fameuse étiquette SECPA, voilà, et également pauvres culturellement. On a toujours un nombre élevé de boursiers. En moyenne, on est à 80% de boursiers dans notre classe. On a également beaucoup d'élèves allophones pour qui la maîtrise du français est un vrai enjeu. Et de façon générale, les élèves sont en difficulté avec l'expression orale et écrite. Donc, nous cherchons avec l'équipe pédagogique un moyen de les faire réussir et de leur redonner confiance en eux et de leur redonner goût dans l'école. Donc, hop, non, je suis allé un peu trop vite. L'objectif, c'est donc de les motiver, de leur redonner du sens sur ces matières, les matières générales. En général, dans les matières professionnelles, ils arrivent à être motivés, mais en matière générale, c'est assez catastrophique. Donc, prévenir du décrochage scolaire et de renforcer les compétences, maîtrise du français et un peu d'anglais. Alors, nos projets, ça fait pas très longtemps que je fais des projets Erasmus, ça remonte à 3 ans et demi. On a commencé un premier projet avec notre première promotion en 2020-2022. Donc toujours, à l'époque, c'était un K229. On l'a fait avec un projet eTwinning avec la Roumanie. En 2021, il y a eu le nouveau programme Erasmus. Donc là, on a commencé à faire des K210 VET, donc partenariat simplifié dans l'enseignement et la formation professionnelle. On l'a fait avec la Pologne et la Turquie. Alors ça, c'est un très beau projet, c'est celui que je vais vous présenter. Actuellement, on a un projet en cours avec la Roumanie et l'Île-de-France sur les économies d'énergie, avec la promotion 2022-2024. Et la promotion actuelle, les premières années CAP, on attend la réponse de notre K210 très prochainement, le 1er février. Alors, je vais vous présenter donc le S2WRE qui nous fait la fierté. Donc là, c'est le TwinSpace que vous avez, donc la première page d'accueil, et après, vous avez la page, vous cliquez sur page et vous avez le sommaire et tout notre projet. Alors, sur ce Geniali, vous pouvez observer la mise en place du projet avec les élèves, avec, avec les activités proposées et les mobilités. Donc, il y a des réunions entre professeurs, c'est les fameux MTP, Meeting Transnational Project, et les LTT, Learning, Teaching, Training, ça, c'est les mobilités élèves. Donc, nous avons mis en place des activités de départ pour permettre aux élèves partenaires de chaque pays de se connaître. On appelle ça des brise-glaces. Puis, nous avons mis en place des activités collaboratives pour amener les élèves à collaborer. Alors, si vous voulez ce Geniali, je pourrais vous le partager un peu plus tard. Alors, voilà un exemple de présentation. Alors, là, c'est une présentation où les élèves devaient se présenter sous forme de post-it numérique. On a également fait en format audio.
On a également fait avec une autre promotion des formats vidéo. Et en fait, à chaque fois, ce sont les élèves qui choisissent. À chaque promotion, hein, les promotions se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a également fait cette activité collaborative qui est fort sympathique. Le but est de créer un puzzle. Mais avant de créer un puzzle, il faut choisir des images qui permettent de décrire sa ville, sa région et son pays. Et moi, toutes les promotions que j'ai pu avoir en CAP, ils ne connaissent pas leur région. Ils ne connaissent pas les montagnes aux alentours, ils n'ont jamais visité, ils ne connaissent pas la gastronomie. Voilà, il y a cette culture qu'ils n'ont pas. Et ben, avec la présentation de la sélection des images et de réaliser ce puzzle, eh bien, ça leur permet de découvrir leur région. Alors, on a également fait un concours de logos. Donc, tous les élèves des 3 établissements devaient créer un logo et on a fait un vote international. Donc, chaque pays a proposé 3 logos. Et là, c'est le logo turc qui a remporté. Et on a fait également un concours de slogan. Et là, c'est un de mes élèves de Grenoble qui a remporté. Life in Green. On a fait donc une autre activité. Alors, cette activité, elle a eu lieu pendant la mobilité en Pologne. Donc, les élèves se sont réunis et ont réalisé un jeu de cartes. Alors, en français, on dit double et en anglais, c'est spot it, sur les énergies renouvelables. Donc, le but, c'était de sélectionner des outils de l'électricien, les énergies renouvelables, de présenter et de jouer en anglais. On a, à chaque mobilité, on débute la réalisation la création d'un magazine numérique. Et comme en mobilité, on n'a jamais le temps de le finir, on le débute juste. Ils ont le Padlet où ils ont chaque équipe. Donc là, vous avez la Red Team, la Yellow Team et la Blue Team. Et après, donc les élèves, par la suite, lorsqu'ils reviennent dans leur établissement, eh bien, continuent de façon en distance, grâce au Twin Space, hein, la réalisation du magazine. Alors, slide suivante. Là, vous pouvez voir les chefs-d'œuvre qu'ont réalisé les élèves. Donc ça, c'était le premier projet. Ils ont réalisé un système didactique photovoltaïque. Et le deuxième projet qui se trouve à droite, eh bien, c'est le chef-d'œuvre actuel que réalisent mes élèves de deuxième année CAP. C'est un système didactique sur de la domotique. Donc, le but est de faire des économies d'énergie. Donc, on éteint les lumières quand il n'y a personne. On coupe les prises de courant pour pas que les appareils restent en veille. Voilà, ça, c'est le but du chef-d'œuvre. Et donc, tout chef-d'œuvre peut être exploité pédagogiquement, hein, le but est de connaître tous les éléments, l'appareillage en anglais, et évidemment en français en premier et en anglais dans un deuxième temps. Eh bien, ces projets, bah, ça fonctionne très bien, hein. Les élèves sont motivés, très peu décrocheurs. Et là, la promotion précédente, eh bien, on a eu 100%, hein, on a eu la moitié d'élèves partis en poursuite d'études en bac pro scolaire et l'autre moitié en apprentissage. Donc, ça a été un vrai succès. Et chaque année, voilà, c'est notre deuxième projet terminé. Et à chaque fois, on a eu un un fort taux de poursuite d'études en CAP. Donc, chaque projet Erasmus ou chaque projet Twinning doit être évalué. Et donc là, vous avez une évaluation finale des élèves. Donc, voilà, la plupart ont dit ils ont aimé l'introduction à la lutte contre le changement climatique. Donc, ils ont réalisé une exposition. Ils ont aimé les visites de musées, les visites d'entreprises, des travaux pratiques. Ils ont amélioré leur anglais. Ils ont amélioré leurs compétences numériques grâce à eTwinning. Ils se sentent plus européens, ils se sentent plus créatifs, ils ont plus confiance en eux. Voilà, une très belle évaluation. Donc, pour la dissémination, eh bien, là, c'est donc l'ENT de notre lycée, hein. On a réalisé des pages où on présente tous nos projets Twinning et on présente ici à droite tous nos projets Erasmus.
Là, vous avez la dissémination au niveau du rectorat de Grenoble sur le premier projet Erasmus à gauche et le deuxième Erasmus et le projet hybride terminé. Également des articles dans la presse locale, dans le mensuel de la ville et dans les pays partenaires. Voilà, une dissémination sur Twitter. La collègue polonaise avait utilisé Facebook. La collègue turque utilisait Instagram. Et là, on a eu sur ce projet également beaucoup de labels, beaucoup de prix. Les élèves ont remporté le prix Hippocrène de lycée professionnel. Grâce à ça, on a été invité à l'Élysée. Ils ont pu faire des selfies avec le président. On a eu le label eTwinning pour le projet. Ma collègue polonaise a également eu le label de qualité nationale. Et on vient d'avoir, là, il y a moins d'une semaine, le label Bonne pratique de Erasmus. Donc, ça a été un succès total, ce projet hybride Erasmus eTwinning. Merci. Merci beaucoup, Moustapha, pour votre témoignage. Alors, j'ai beaucoup répondu au chat en même temps, donc je regarderai le replay pour vous écouter de manière plus attentive après, mais c'est un bel exemple de projet et pour le coup, on est sur aussi un projet qui a une cible qui rentre bien dans les priorités du programme en matière d'inclusion, c'est-à-dire que la mobilité, c'est aussi possible pour ces élèves-là et c'est certainement à eux que ça bénéficie le plus, donc c'est un très bel exemple de projet. Merci beaucoup. Sylvain, je pense être à peu près à jour des réponses. Enfin, je suis à jour même, je crois. J'ai répondu aux questions du chat. Alors, Voilà. j'ai juste 2-3 questions encore. Donc, pour Ah, Mustapha, Ouais. êtes-vous allé en Turquie, tout Oui, simplement? oui, bien sûr, on est allé en Oui, Turquie. Oui, oui. et Oui, puis, oui. quelqu'un aussi qui aimerait avoir les coordonnées, mais on pourra tes coordonnées, mais on pourra transmettre ton adresse de Ouais, messagerie, je pense, à aucun tous les problème. participants. Voilà, si vous avez des questions à poser, effectivement. Et voilà, merci en tout cas pour tous les retours. Au niveau des questions, il restait, est-ce que l'on peut faire un partenariat simplifié avec un partenaire non accrédité Erasmus+? alors ça, j'ai vu que quelqu'un d'autre avait Ah, répondu dans le chat, d'accord. mais je vais redonner l'info. L'accréditation, elle n'est bien que pour les projets de mobilité, l'action clé 1. Et encore, hein, c'est pas la seule voie d'accès à l'action clé 1, mais le mot accréditation n'est en lien qu'avec l'action clé 1. Donc, vous pouvez faire des partenariats simplifiés avec des structures qui ne sont pas accréditées, bien sûr, et vous n'avez pas besoin vous-même d'être accrédité pour faire des partenariats simplifiés. Donc, bien sûr, lancez-vous. De la même manière, vous n'êtes pas obligé dans la mobilité d'aller vers des établissements qui sont accrédités. Vous allez avoir votre accréditation pour vous, pour vos financements à vous, pour faire partir vos élèves ou vos personnels, mais vous pouvez tout à fait être dans un établissement qui n'est pas accrédité. Souvenez-vous, hein, c'est ce que je vous ai dit en tout début, pour vous, si vous n'êtes pas encore ni accrédité, ni dans le cadre d'un projet de mobilité de courte durée, vous pouvez déjà accueillir, et donc c'est bien sûr possible dans l'autre sens d'aller dans une structure qui n'est pas encore accréditée et c'est certainement, ça lui donnera des envies d'accréditation ou de projet derrière. Donc au contraire, allez-y sans problème. Et une autre question, alors peut-être qu'elle a eu une réponse. Les actions Jean Monnet peuvent-elles concerner les élèves de maternelle? J'ai répondu aussi, c'est dès le Aussi, premier d'accord, degré, mais je le d'accord. redis hein, sans souci, c'est dès le premier degré. Et justement, c'est particulièrement bien, je dirais, pour le premier degré, parce que c'est pas toujours facile de partir avec des tout petits. Mais par contre, bah voilà, faire venir, intervenir une asso, il y a des chouettes compagnies de théâtre qui font des interventions sur le temps scolaire, sur des problématiques européennes. Et encore une fois, on pense Europe, pas forcément les institutions de l'Union européenne. Ça peut être découvrir les comptines d'autres pays, ça peut être voilà, plein de sujets, donc possible dès le premier degré, bien sûr. Et j'en profite pour dire qu'il y a moins de questions pour moi, mais qu'il y a beaucoup de félicitations pour Mustapha dans le chat. J'imagine que vous les avez vues, donc bravo. Mmh. Très bien, ben, merci à tous les deux. Et puis on va donc vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt pour d'autres visioconférences. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.